Je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans. Il y a quelques mois à peine, je me tenais sur le porche de ma toute première maison, tenant une épaisse enveloppe Kraft contenant une plainte déposée par mes propres parents. Ils me traînaient en justice, exigeant que je leur remette le titre de propriété de ma maison de 850 000 $, et que je leur verse 420 000 $ pour le remboursement rétroactif de mes frais d'éducation. Alors que je me tenais là, les yeux fixés sur un document juridique visant à me dépouiller de tout ce que j'avais bâti de mes propres mains, mes parents m'ont dit droit dans les yeux, « Cette maison devrait revenir à ton frère. Il est en difficulté et toi, tu n'as qu'à en acheter une autre. » Ils se sont moqués de mon travail acharné et m'ont humilié devant toute notre famille élargie, me traitant de vendu égoïste et cupide au service des grandes entreprises, qui avaient oublié d'où ils venaient. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. J'avais discrètement engagé un expert comptable judiciaire et un avocat spécialisé dans les litiges de premier ordre. Ensemble, nous avons découvert des décennies d'actifs cachés, d'évasion fiscale massive et de fraude électronique interétatique. Et aujourd'hui, ce sont eux qui pleurent dans un appartement exigu, me suppliant de leur éviter une peine de prison fédérale. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé et comment j'ai mis ma propre famille à genoux en utilisant le système judiciaire même qu'ils tentaient de retourner contre moi, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si vous croyez en la vraie justice. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous me regardez. Maintenant, revenons là où ce cauchemar absolu a réellement commencé. Le jour où ma vie a définitivement basculé avait pourtant commencé comme le jour le plus fier de mon existence. C'était un mardi ordinaire, au début de l'automne. Je venais de signer l'acte d'achat de la maison de mes rêves à Riverside Heights. Si vous vous y connaissez un peu en immobilier, vous savez que Riverside Heights est le genre de quartier où vivent des médecins, des associés principaux de cabinets d'avocats et des chefs d'entreprise prospères. On y trouve de larges rues bordées d'arbres, des pelouses impeccablement tondues et des maisons construites sur mesure qui ont un véritable cachet, loin des boîtes de banlieue toutes semblables. J'avais payé la propriété 850 000 $, ce qui était une véritable affaire sur le marché immobilier actuel. J'avais versé exactement 170 000 $ en espèces pour éviter l'assurance hypothécaire privée, garantissant un bel apport de 20%, et j'avais bloqué un taux hypothécaire fixe de 2,8%. Mon score de crédit s'élevait à un niveau impeccable de 798 et mon ratio d'endettement avait fait du processus d'approbation du prêt un jeu d'enfant. J'étais épuisé. Je portais un t-shirt gris taché de sueur et un vieux jean, et j'étais en train de découper de grands cartons de déménagement dans mon immense nouveau salon. L'odeur de peinture fraîche et de parquet ciré flottait dans l'air. Pour la première fois de mes 31 ans sur cette terre, je me sentais entièrement en sécurité. J'avais l'impression d'avoir enfin semé les fantômes de mon enfance. C'est alors que la sonnette a retenti. Un carillon aigu et perçant qui a résonné sous les hauts plafonds du hall d'entrée. Je m'attendais à ce que ce soit la livraison d'un colis ou peut-être un voisin venant se présenter. J'ai essuyé la sueur de mon front, j'ai traversé les planches de bois impeccables et j'ai ouvert ma porte d'entrée en acajou sur mesure. Une femme en costume d'affaires gris rigide se tenait sur mon porche. Elle n'avait pas l'air d'une voisine. Elle tenait un lourd porte-documents et affichait une expression de parfait détachement professionnel. Elle m'a regardé, a jeté un coup d'œil sur la première feuille de papier de son support et m'a demandé si j'étais Adrien. J'ai acquiescé, sans me douter de rien. À l'instant même où la confirmation a franchi mes lèvres, elle m'a enfoncé une épaisse liasse de documents juridiques directement contre la poitrine. J'ai instinctivement levé les bras pour rattraper le lourd document. Elle a déclaré clairement que l'acte m'était signifié, s'est retournée sans un mot de plus et est repartie d'un pas vif vers une berline banale garée le long du trottoir. Je suis resté planté là, sous le doux soleil de l'après-midi, ce lourd papier pesant dans mes mains comme un bloc de plomb. Le document faisait 47 pages. Les lettres noires et grasses en haut de la première page désignaient les plaignants de l'action civile, Charles et Hélène, mon père et ma mère. J'étais inscrit juste en dessous en tant que seul défendeur. J'ai feuilleté les pages blanches et nettes, ma vision devenant littéralement floue. Mon cœur a commencé à battre si fort contre mes côtes que j'ai cru qu'il allait briser mon sternum. Je suis retourné dans ma cuisine, j'ai posé l'imposante pile de papier sur l'îlot en granit frais, et je l'ai simplement fixé du regard. J'ai dû me forcer à respirer. J'ai commencé à lire les griefs. Le premier chef d'accusation était une demande de 420 000 $ au titre de ce qu'ils appelaient des « investissements éducatifs » et des « frais d'éducation de l'enfance ». Ils prétendaient légalement que je leur devais le coup de base pour m'avoir gardé en vie, nourri et logé lorsque j'étais mineur.
Le deuxième chef d'accusation stipulait que mon frère aîné, Florent, était économiquement désavantagé en raison du climat financier actuel qui affectait les entrepreneurs des réseaux sociaux. Par conséquent, soutenait-il, j'avais l'obligation légale et morale de lui fournir un logement stable afin d'assurer la survie de la cellule familiale. Le troisième chef d'accusation était la demande la plus insensée de toutes. La plainte exigeait formellement que le titre de propriété de mon bien immobilier nouvellement acheté soit immédiatement transféré à Florent. Tandis que le tribunal m'imposerait de continuer à payer les mensualités de l'hypothèque pendant 36 mois à titre de dommages-intérêts moraux pour la détresse que mon égoïsme avait causée à la famille. Il voulait me prendre la maison que j'avais achetée avec mon propre salaire, grâce à mes propres économies. Il voulait la donner à un homme de 33 ans qui n'avait pas occupé de véritable emploi salarié depuis 5 ans. Ils avaient réellement trouvé un avocat prêt à rédiger ce fantasme pur et simple et à le déposer devant un tribunal. Je veux faire un saut dans le temps un instant jusqu'au matin du procès pour que vous compreniez l'ampleur de ce qui était en jeu. J'ai gravi les larges marches en béton du tribunal de comté. L'air était glacial et mordant, le ciel d'un violet meurtri avant que l'aube ne se lève complètement. Je portais mon costume bleu marine le mieux ajusté, le genre de costume que l'on porte pour signer un bail commercial de 10 millions de dollars. Je transportais 2 mallettes en cuir lourd. À l'intérieur de ces mallettes se trouvait bien plus que ma défense juridique. C'était une arme de destruction financière massive. Je me sentais comme un procureur fédéral entrant pour démanteler un dangereux syndicat du crime, sauf que ce syndicat était de mon propre sang. J'ai poussé les lourdes doubles portes en chêne de la salle d'audience. L'odeur distincte de cire à parquet industriel et de vieux bois verni a assailli mes sens. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée centrale. Mes parents étaient assis à la table des plaignants, flanqués de ma tante Chantal et d'une demi-douzaine d'autres parents venus assister à ma chute. Ils étaient vêtus de couleurs sombres et coordonnées, des tons bleu marine et noirs, donnant l'impression d'assister à des funérailles plutôt qu'à un litige civil de propriété. Florent était assis juste à côté de ma mère. Il tenait un dossier craft épais rempli d'idées de décoration d'intérieur qu'il avait découpé sur Pinterest. Il avait littéralement apporté des propositions de décoration intérieure dans un tribunal, s'attendant fermement à ce que le juge lui remette les clés de ma maison avant midi. Il me regardait avec une confiance arrogante et inébranlable. Il s'attendait à ce que je cède sous la pression de la dynamique familiale. Il s'attendait à ce que je capitule. Mais pour comprendre pourquoi je n'ai pas capitulé et pourquoi j'étais totalement prêt à anéantir légalement les personnes qui m'avaient mis au monde, il faut d'abord comprendre exactement ce qu'ils m'avaient pris au départ. Je pensais que le pire de leurs abus était derrière moi lorsque j'ai enfin quitté la maison à 18 ans. Je me trompais lourdement. Grandir dans notre maison signifiait comprendre une hiérarchie très claire, lourdement imposée et entièrement tacite. Florent était l'enfant roi. C'était le prince qui ne pouvait absolument rien faire de mal, le génie fragile qu'il fallait protéger des dures réalités du monde. J'étais la pièce de rechange. J'étais le bouc émissaire désigné de la famille, celui qui devait se fondre dans le décor, ne rien demander et se débrouiller entièrement seul dans la vie. Mon père était cadre moyen dans une compagnie d'assurance régionale. Il gagnait convenablement sa vie, rapportant environ 75 000 $ par an. Ma mère travaillait à temps partiel comme hygiéniste dentaire, 3 jours par semaine, ce qui rapportait 35 000 $ supplémentaires. Nous appartenions fermement à la classe moyenne. Il y avait de l'argent pour de belles vacances familiales en Floride, pour des vêtements de marque et pour une vie confortable en banlieue. Pourtant, pour une raison obscure, l'intégralité de ce revenu disponible ne circulait que dans une seule direction précise. Florent bénéficiait de cours de piano privés à 80 $ l'heure. Il avait droit à des cours d'art onéreux, à des camps sportifs d'été de premier plan et à de nouveaux appareils électroniques à chaque Noël. Lorsque ses notes de lycée ont inévitablement chuté parce qu'il refusait de faire ses devoirs, mes parents ont immédiatement engagé des tuteurs privés pour l'aider à réussir. Ils accusaient les enseignants de ne pas comprendre son style d'apprentissage créatif. De mon côté, si mes notes baissaient ne serait-ce qu'un peu, j'étais privé de sortie pendant 1 mois et on me disait d'arrêter d'être paresseux et de me débrouiller seul. On me disait d'aller jouer dehors et de ne pas rester dans le passage. J'ai passé toute mon enfance à vivre dans une chambre exiguë et pleine de courants d'air, située dans le sous-sol non aménagé. Il était inondé chaque printemps lors de la fonte des neiges, ce qui trempait le tapis bon marché posé sur le sol en béton. L'air y sentait toujours le moisi et la poussière provenant de la chaudière. Florent, quant à lui,
occupait la immense suite parentale à l'étage parce que ma mère insistait sur le fait qu'il avait besoin de cette surface supplémentaire et de lumière naturelle pour son énergie créative et son bien-être mental. Le contraste entre nous est devenu totalement impossible à ignorer lorsque nous sommes arrivés au lycée. Je me souviens très bien de l'été de mes 16 ans. J'étais extrêmement motivé à l'idée d'intégrer une bonne université et je voulais passer les examens du SAT en avance. J'avais besoin de 60 $ exactement pour les frais d'inscription standard. J'ai demandé cet argent à mon père un soir, à table. Il n'a même pas levé les yeux de son assiette. Il a bu une gorgée d'eau et m'a dit que l'argent était actuellement très serré. Il m'a dit que je devais apprendre la valeur d'un dollar durement gagné et que je devais trouver un moyen de financer moi-même mes projets scolaires. Dès le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures, j'ai marché 3 kilomètres jusqu'à un chantier de construction commerciale et j'ai supplié le chef de chantier de me donner n'importe quel travail disponible. J'ai passé tout cet été à travailler sous une chaleur de 40 degrés, à monter de lourds bardeaux de toiture sur des échelles et à gâcher du béton humide pour 12 $ de l'heure. Je rentrais chaque soir avec des ampoules aux mains, le dos hurlant de douleur et mes vêtements trempés de sueur et de poussière. J'ai payé moi-même mon inscription au SAT. J'ai acheté mes propres vêtements de rentrée dans les rayons de liquidation chez Walmart. J'ai commencé à économiser le moindre centime que je gagnais dans une boîte métallique verrouillée, cachée sous mon lit au sous-sol. 2 ans plus tard, Florent a eu 18 ans. Vous vous souvenez que l'argent était censé être serré? Vous vous souvenez que je devais apprendre la valeur d'un dollar? Je suis rentré d'un service de week-end dans un restaurant local, sentant la graisse de friture et l'eau de javel, pour trouver une énorme surprise garée dans notre allée. C'était une Porsche neuve, d'un argent brillant, un véhicule de luxe impeccable surmonté d'un immense nœud rouge sur le capot. Mes parents s'étaient rendus chez le concessionnaire et l'avaient financé pour lui faire une surprise pour ses 18 ans. Ma mère le serrait dans ses bras, pleurant de joie pure, proclamant haut et fort qu'un futur entrepreneur à succès avait besoin d'un véhicule fiable et de haut standing pour bâtir son réseau professionnel et se rendre à l'université. Je me tenais sur le trottoir fissuré dans mon uniforme de restaurant taché, les regardant sabrer le champagne pour fêter l'événement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de crise. Je n'ai même pas pleuré. J'ai simplement senti un œuf froid, dur et lourd se former au fond de mon estomac. J'ai compris à cet instant précis, avec une clarté cristalline, que personne dans cette famille n'allait jamais m'aider. Il n'y avait pas de fonds universitaire secret qui m'attendait. Il n'y avait pas d'héritage. Il n'y avait pas de filet de sécurité. Si je voulais survivre dans ce monde, je devais devenir totalement indispensable. J'ai pris toute cette amertume et ce ressentiment pour les transformer en une motivation pure et brute. Tandis que Florent partait dans une université privée d'arts libéraux coûteuse en Californie pour y obtenir un diplôme en communication inutile, mes parents ayant puisé 160 000 $ dans leurs économies et leurs comptes de retraite pour payer ses frais de scolarité. J'ai emprunté une voie différente. Je me suis inscrit dans une université publique locale pour étudier la finance. J'ai cumulé 3 emplois simultanément. Je servais aux tables le soir. Je tenais la caisse de la librairie du campus entre les cours. Et je continuais à faire des chantiers de construction éreintant le week-end. J'ai enchaîné les nuits blanches, carbure au café bon marché et à la force de ma seule volonté, maintenant une moyenne de 3,8. Au cours de ma 3e année, j'ai étudié pour obtenir ma licence d'agent immobilier de l'État. J'ai commencé à négocier de petits contrats commerciaux pendant mes week-ends de repos, touchant de modestes commissions qui ont lentement commencé à faire boule de neige. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et absolument aucune dot étudiante. Je me suis jeté directement dans le monde brutal et hautement compétitif de l'investissement immobilier commercial. J'ai commencé tout en bas de l'échelle dans un cabinet prestigieux. C'est moi qui apportais le café, faisais les photocopies et m'occupais des tâches ingrates et fastidieuses que les associés principaux refusaient de toucher. Mais j'ai serré les dents, travaillé 80 heures par semaine et commencé lentement à conclure mes propres affaires. À l'âge de 30 ans, j'avais gravi les échelons de l'entreprise. L'année dernière, j'ai gagné 180 000 $ de salaire de base, plus d'importantes primes de performance. Cette année, je me dirige vers les 220 000 $. Et qu'en est-il de l'enfant chéri? Qu'en est-il de Florent? Après avoir dilapidé son important fonds universitaire et passé 2 années supplémentaires dans des appartements coûteux en Californie pour se trouver, il est retourné vivre chez mes parents. Plus précisément, il s'est installé au sous-sol, exactement le même sous-sol que celui où j'avais vécu, sauf que cette fois, mes parents l'avaient entièrement aménagé,
l'équipant de matériel de jeu haut de gamme, de panneaux acoustiques et d'un éclairage de studio coûteux. Il a décrété qu'il n'était pas fait pour le monde de l'entreprise. Il allait devenir influenceur sur les réseaux sociaux. Depuis 5 ans, il publie des photos très retouchées de café au lait coûteux, vole des citations de motivation sur Pinterest et se plaint constamment de la machine capitaliste toxique. Il gagne peut-être 8 cents par mois grâce à de rares parrainages de compléments alimentaires très douteux. Il conduit toujours cette vieille Porsche argentée, dont l'entretien est payé par mon père, et ma mère fait toujours sa lessive et lui prépare ses sandwichs. Ainsi, lorsque j'ai enfin atteint mes objectifs financiers à long terme, j'ai décidé de concrétiser le rêve pour lequel j'avais économisé. J'ai acheté la maison à Riverside Heights. Le jour où j'ai reçu les clés, je me suis tenu devant la belle façade en briques, j'ai pris un selfie souriant en montrant les clés à l'appareil et je l'ai publié sur Facebook. J'ai écrit une légende simple sur la façon dont le travail acharné et les nuits blanches finissent par payer. La publication a cartonné. J'ai obtenu plus de 200 mentions, j'aime, et des dizaines de commentaires d'anciens amis d'université, de collègues et même de certains gars avec qui je travaillais sur les chantiers. Les gens étaient sincèrement ravis pour moi parce qu'ils savaient exactement combien de sang et de sueur il m'avait fallu pour en arriver là. Mes parents n'ont pas aimé la publication. Ils n'ont laissé aucun commentaire. Ils ne m'ont adressé aucune félicitation. 3 jours plus tard, mon téléphone portable a sonné. L'écran affichait le nom de mon père. J'ai répondu, m'attendant à des félicitations tardives. Au lieu de cela, sa voix était totalement plate, dépourvue de toute chaleur ou de fierté parentale. « Adrien », a-t-il dit brusquement. « Nous devons avoir une réunion de famille à propos de cette situation de logement immédiatement. » J'étais sincèrement troublé par le ton de mon père au téléphone. « La situation de logement », ai-je répété. Je pensais honnêtement qu'il voulait peut-être passer voir la maison, ou que ma mère voulait affirmer sa domination en critiquant mon choix de quartier. J'ai accepté de me rendre chez eux ce soir-là après le travail. J'ai garé ma voiture le long du trottoir de la maison de mon enfance. La vieille Porsche argentée était garée dans l'allée, occupant la place principale. J'ai remonté l'allée, tourné la poignée et je suis entré directement dans une embuscade soigneusement orchestrée. C'était comme entrer sur le plateau d'un mauvais feuilleton télévisé. Mes parents étaient assis côte à côte sur le canapé à motifs floraux du salon, les bras croisés sur la poitrine, présentant un front uni et rigide. Florent était affalé dans un fauteuil inclinable en cuir juste en face d'eux. Il avait l'air profondément ennuyé, faisant défiler son téléphone, mais dégageait cette aura lourde et écœurante de supériorité et de privilège. Juste au centre de la pièce, positionnée directement en face d'eux, se trouvait une unique chaise en bois vide. Elle avait été placée là spécifiquement pour moi. J'entrais dans un conseil de guerre familial. « Assieds-toi, Adrien », a ordonné mon père en désignant la chaise vide. Je suis resté debout près de l'entrée, gardant mes distances. Je suis très bien debout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un est malade? Quelqu'un est mort? Ma mère a poussé un long soupir dramatique, secouant la tête comme si ma simple présence était une immense déception. J'ai réellement éclaté de rire. C'était un ricanement involontaire d'incrédulité pure. J'ai cru qu'il me faisait une sorte de blague bizarre. Égoïste? J'ai acheté une maison avec mon propre argent. De quoi parlez-vous à la fin? Mon père s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux, adoptant sa meilleure voix de cadre autoritaire. Tu gagnes un salaire énorme maintenant dans ce cabinet. Tu es célibataire. Tu n'as personne à charge. Tu n'as pas besoin d'une immense propriété de 4 chambres dans un quartier de luxe. Ton frère est en difficulté. C'est un entrepreneur créatif qui essaie de bâtir une marque dans une économie terrible qui ne soutient pas les artistes indépendants. Nous pensons qu'il est juste et normal que tu cèdes le titre de propriété à Florent. Il a besoin de cet espace pour son studio de création de contenu. Tu as largement les moyens de t'acheter un autre appartement plus petit pour toi-même. Le silence dans la pièce est devenu lourd et assourdissant. J'ai regardé ma mère. Elle a acquiescé d'un air solennel, ses yeux me suppliant de simplement m'exécuter. J'ai regardé Florent. Il a enfin posé son téléphone. Il a eu l'audace absolue de me regarder droit dans les yeux et de prendre la parole. Franchement, Adrien, a traîné Florent, en grattant un fil sur son jean de marque coûteux. J'ai toujours rêvé d'une maison à Riverside Heights. Je la mérite plus que toi.
J'ai traversé tellement de traumatismes émotionnels en essayant de bâtir ma marque personnelle et de m'imposer comme influenceur. Toi, tu as vendu ton âme au monde de l'entreprise. Tu as un chèque de paie régulier qui tombe toutes les 2 semaines. Tu n'as absolument aucune idée des difficultés que je traverse. Ce n'est tout simplement pas juste que tu puisses vivre dans le luxe pendant que je suis coincé dans un sous-sol à essayer de joindre les 2 bouts. Ma vision est devenue littéralement rouge. Le sang a bourdonné dans mes oreilles. Cet homme qui n'avait jamais accompli une seule journée de travail physique difficile de toute sa vie, qui s'était fait payer ses frais d'université exorbitants en espèces, qui conduisait une Porsche de luxe achetée par nos parents, était assis dans un fauteuil à me dire que tout m'avait été servi sur un plateau d'argent. J'ai agrippé le dossier de la chaise vide si fort que mes articulations sont devenues complètement blanches. Je me suis penché en avant, ma voix descendant dans un registre dangereusement bas. Vous êtes tous complètement devenus fous, ai-je dit, en détachant bien chaque mot. J'ai travaillé sur des chantiers de toiture sous une chaleur de plomb pendant que toi, tu avais une voiture de sport. J'ai payé mes propres études pendant que tu dilapidais une fortune. J'ai vécu de nouilles instantanées pour économiser mon apport. Je ne donnerai pas un seul mètre carré de ma propriété à qui que ce soit. Allez tous au diable. Je me suis détourné et j'ai marché rapidement vers la porte d'entrée. Mon père a bondi du canapé et m'a poursuivi dans le couloir. Cette conversation n'est pas terminée, Adrien, a-t-il hurlé, son visage prenant une teinte violette de colère. La famille s'entraide. Tu nous redevables de t'avoir élevé. J'ai claqué la lourde porte d'entrée derrière moi si fort que les vitres décoratives ont vibré violemment dans leur cadre en bois. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portières et je suis parti, mes mains tremblant physiquement sur le volant. Je pensais que cela s'arrêterait là. Je pensais qu'il serait simplement furieux, qu'il m'ignorerait pendant quelques mois, puis finirait par abandonner. Je ne me rendais pas compte qu'il planifiait déjà une guerre totale. La plainte est arrivée 2 semaines plus tard, mais avant même que les documents juridiques ne soient rédigés par leur avocat, la guerre psychologique avait commencé pour de bon. Lorsque vous coupez les ponts avec des membres de votre famille hautement toxiques et imbus d'eux-mêmes, ils partent rarement en silence. Ils doivent contrôler le récit public. Ils doivent faire de vous le méchant absolu, car s'ils ne le font pas, ils doivent faire face à la réalité incroyablement laide de leurs propres échecs. Florent s'est immédiatement positionné en victime absolue sur les réseaux sociaux. Il a lancé une série de vidéos quotidiennes sur TikTok intitulée « Mon frère a volé mon avenir ». Assis dans son studio en sous-sol, entouré de projecteurs circulaires dramatiques, s'est filmé en train de simuler les pleurs les plus laids et les plus manipulateurs que j'ai jamais vus. Il a expliqué en long et en large comment il avait déjà choisi les meubles pour la maison de ses rêves, et comment son jeune frère cupide, sans âme et inféodé aux grandes entreprises, avait manipulé le système juridique pour lui voler la propriété. Comme les gens sur Internet adorent les naufrages dramatiques, la vidéo a commencé à susciter un véritable intérêt. Il a gagné des milliers d'abonnés en quelques jours, principalement des femmes d'âge mûr et des comptes de robots automatisés qui ont inondé sa section de commentaires d'une sympathie et d'une indignation intense. Il est même allé encore plus loin en créant une page GoFundMe intitulée « Aidez-moi à me battre pour ma maison familiale ». Il prétendait effrontément avoir besoin de 30 000 $ pour des frais juridiques d'urgence afin de lutter contre une escroquerie immobilière prédatrice qu'il avait laissée sans abri. Il a réellement réussi à récolter plus de 800 $, principalement auprès de nos parents éloignés et crédules. Puis est venue ma tante Chantal, la sœur de mon père. Elle a toujours été la commère en chef de la famille, cette femme misérable qui s'assoit au dîner de Thanksgiving pour juger les choix de vie de chacun alors que sa propre existence est un désastre complet. Elle a accepté avec joie le rôle de leur messagère en chef. Tante Chantal a commencé à commenter systématiquement chaque publication Facebook que j'avais faite au cours des 10 dernières années, me traitant de monstre ingrat, de voleur et de sociopathe. Elle écrivait d'immenses paragraphes sur la façon dont ma mère s'endormait en pleurant chaque nuit à cause de mon impensable cruauté. Mais elle a franchi une ligne rouge massive et impardonnable lorsqu'elle a trouvé le numéro de téléphone principal de mon cabinet d'immobilier commercial. J'étais assis dans une réunion tendue et cruciale concernant un bail commercial de plusieurs millions de dollars lorsque mon patron, Monsieur Duval, m'a brusquement fait sortir de la salle de conférence. Monsieur Duval est un homme pragmatique, très respecté, d'une 50aine d'années, qui a vu toutes les astuces tordues du monde des affaires. Adrien, a-t-il dit gravement, en me tendant un petit morceau de papier jaune sur lequel était griffonné un numéro de téléphone. Je viens de raccrocher avec une femme prétendant être ta tante. Elle a hurlé sur ma réceptionniste, a exigé de me parler,
puis m'a dit que tu étais mentalement instable. Elle a affirmé que tu étais impliqué dans une fraude immobilière massive et que je devais te licencier immédiatement pour protéger la réputation du cabinet et les actifs de nos clients. Mon estomac est descendu direct dans mes talons. Une sueur froide a éclaté dans mon cou. Monsieur Duval, je suis tellement désolé. Ma famille traverse actuellement une situation très toxique et très instable concernant une propriété que j'ai achetée. Je vous jure que rien de tout cela n'est vrai. Il a levé la main, m'arrêtant dans mes excuses frénétiques. Il a même ri doucement. Il avait tout à fait raison. La situation s'envenimait plus vite que je ne pouvais le digérer. Le harcèlement physique a commencé quelques jours plus tard. Sachant qu'il passait à la vitesse supérieure, j'ai immédiatement engagé une équipe professionnelle pour installer un système de sécurité haut de gamme avec des caméras de vision nocturne haute définition sur tout le périmètre de ma nouvelle propriété. C'est l'argent le mieux dépensé de toute ma vie. En une semaine, mon téléphone s'est mis à vibrer constamment avec des alertes de mouvement. Ils ont commencé à faire des passages coordonnés en voiture à des heures indues de la nuit et du jour. Florent garait sa vieille Porsche directement en face de mon allée, baissait les vitres teintées et filmait des TikTok en pointant sa main de manière dramatique vers ma maison. Il y ajoutait des légendes comme « en train de contempler l'empire qui aurait dû être le mien ». En attente de justice. Mes parents ont adopté une approche différente. Ils arrivaient dans leur berline, se garaient au bout de mon allée et restaient assis là, dans l'obscurité, pendant 20 minutes d'affilée, à fixer silencieusement ma porte d'entrée. C'était de l'intimidation psychologique délibérée. Ils voulaient que je me sente totalement en insécurité et paranoïaque dans mon propre refuge. La pire des trahisons est pourtant venue de quelqu'un que j'avais toujours considéré comme un adulte raisonnable et équilibré. Mon oncle Gérard, le frère aîné de ma mère, m'a appelé un dimanche après-midi, jouant avec condescendance le rôle de l'intermédiaire sage et objectif. « Adrien, mon garçon », a dit oncle Gérard, la voix dégoulinante de condescendance. « Toute cette situation est en train de détruire ta pauvre mère. Sa tension artérielle est au plafond. Nous devons trouver un compromis mûr ici. » « Il n'y a aucun compromis possible, oncle Gérard, ai-je répondu fermement, en faisant les 100 pas dans mon salon. Ils exigent que je leur donne ma maison, la maison que j'ai achetée et payée. Écoute-moi bien, a-t-il poursuivi, ignorant complètement mes limites. Tu t'en sors très bien. Tu as un excellent salaire. Florent est manifestement en difficulté. Pourquoi ne pas lui donner simplement 100 000 $ pour l'apport de son propre logement, ou simplement payer son loyer pendant quelques années? C'est un bien petit prix à payer pour la paix dans la famille. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, je crains que plus personne dans cette famille ne t'adresse la parole. J'ai arrêté de marcher. J'ai réalisé à cet instant précis que ce n'était pas seulement mes parents qui étaient toxiques. L'arbre généalogique tout entier était pourri jusqu'à la moelle. Ils me considéraient tous comme un simple distributeur automatique de billets sur pattes, une ressource financière inépuisable à exploiter pour subventionner le mode de vie paresseux et assisté de Florent afin qu'il n'ait pas à s'en occuper. Oncle Gérard, ai-je dit, d'une voix totalement dénuée d'émotion. Tu peux dire à mes parents et au reste de la famille que ma banque est définitivement fermée. Ne rappelle plus jamais ce numéro. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son contact. Lorsque la plainte de 47 pages a fini par atterrir sur mon pas de porte, j'ai compris qu'ils n'essayaient pas seulement de m'intimider pour me faire céder. Ils essayaient activement d'utiliser le système judiciaire pour me dépouiller. Ils croyaient sincèrement et profondément que, sous prétexte qu'ils étaient mes parents biologiques, un juge regarderait ma réussite financière, regarderait les chèques de Florent, et m'obligerait à redistribuer ma richesse à mon frère au nom des valeurs familiales. Je savais que j'avais besoin d'artillerie lourde. J'ai appelé mon meilleur ami, Mathieu. Mathieu et moi nous connaissons depuis l'université, et il se trouve qu'il est un avocat spécialisé dans les litiges civils particulièrement redoutable et prospère en ville. Je me suis assis dans son bureau d'angle offrant une vue imprenable sur la skyline de la ville, et j'ai fait glisser l'imposante plainte sur son bureau en verre poli. Victor a lu les documents dans un silence absolu et ininterrompu pendant près de 20 minutes. Le seul bruit dans la pièce était le tic-tac de sa coûteuse horloge murale et le froissement sec du papier épais. Finalement, il a retiré ses lunettes de lecture, les a jetées sur le bureau et s'est frotté l'arête du nez avec un mélange d'incrédulité et de dégoût. « Adrien » a dit Mathieu, me regardant avec un mélange de mépris professionnel et d'intérêt intense. C'est sans l'ombre d'un doute le tissu d'absurdité le plus infondé juridiquement et le plus moralement failli que j'ai jamais lu en 10 ans de pratique du droit. Réclamer des frais d'éducation comme une dette rétroactive.
Prétendre qu'un frère ou une sœur adulte a un droit légal sur tes biens immobiliers simplement en raison du climat économique. N'importe quel juge doté d'un cerveau rejettera cela avant le déjeuner. Je veux me représenter moi-même, ai-je dit, d'une voix ferme et résolue. Mathieu a haussé un sourcil, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. En personne? Pourquoi faire cela? Tu as largement les moyens de payer mes honoraires. Je vais littéralement les mettre en pièces au tribunal. Parce que si j'engage un avocat cher, ils vont manipuler le récit. Ils prétendront que je les ai intimidés avec des équipes juridiques hors de prix. Ils joueront encore plus les victimes, ai-je expliqué en me penchant sur son bureau. Je connais le droit immobilier commercial. Je sais lire les contrats. Je veux me tenir dans cette salle d'audience seul. Je veux les regarder droit dans les yeux pendant que je démantèle personnellement toute leur réalité. Mais j'ai besoin d'une immense faveur de ta part. Dis-moi, a dit Mathieu en croisant les bras. J'ai besoin que tu me recommandes l'expert comptable judiciaire le plus féroce et le plus implacable de l'État. Je veux suivre leur argent. Tout leur argent. Moindre centime caché. Si ma famille voulait jouer à ce jeu d'exposition financière à haut risque, j'allais renverser complètement le plateau de jeu. Je pensais qu'ils étaient simplement cupides. Je pensais qu'ils étaient simplement imbus d'eux-mêmes. Je n'avais absolument aucune idée de la profondeur de leurs mensonges. Et ce que j'allais découvrir allait changer la trajectoire de toutes nos vies à jamais. La procédure de communication des pièces est une chose magnifique et terrifiante. Lorsque vous poursuivez quelqu'un en justice et exigez ses relevés financiers pour prouver une réclamation, vous ouvrez par inadvertance votre propre vie à un examen juridique minutieux. En exigeant légalement mes relevés bancaires pour prouver que j'avais acheté la maison avec mes propres fonds, mes parents ont été légalement contraints de remettre leurs propres relevés financiers pour prouver le bien fondé de leur demande. J'ai suivi la recommandation de Mathieu et j'ai engagé un expert comptable judiciaire indépendant. Il me facturait $500 de l'heure, et dès la première semaine, j'ai su qu'il valait chaque centime. Nous nous sommes assis à la grande table de la salle à manger en chêne de ma nouvelle maison, entourée de boîtes imposantes remplies de relevés bancaires, de déclarations de revenus datant de 10 ans et de rapports de solvabilité complets que l'avocat de mes parents avait été légalement obligé de fournir au cours de la phase de communication des pièces. Pendant des années, mes parents avaient joué la carte de la pauvreté absolue. Ils prétendaient constamment être en difficulté. Ils affirmaient qu'ils ne pouvaient pas m'aider à payer mes manuels scolaires, qu'ils ne pourraient pas payer mon mariage un jour, qu'ils n'avaient pas les moyens d'effectuer des réparations de base dans la maison. Ils utilisaient agressivement cette fausse pauvreté pour justifier pourquoi je devais prendre le relais et donner ma maison à Florent. L'expert comptable, un homme discret nommé Thierry, a fait glisser un dossier bleu épais sur la table vernie. « Regardez à la page 4, a-t-il dit doucement, en tapotant le papier avec son stylo argenté. J'ai ouvert le dossier bleu. Mes yeux ont parcouru les lignes complexes de chiffres et mon sang s'est glacé dans mes veines. Mes parents n'étaient pas fauchés, loin de là. Ils possédaient plus de $200 000 d'actifs liquides sur des comptes de placement, et un compte de retraite 401K extrêmement solide. Ils m'avaient menti droit dans les yeux, ainsi qu'au reste de la famille, pendant des années. Mais ce n'était pas la révélation qui m'a coupé le souffle. Le véritable rebondissement était surligné en jaune à la page 7. Regardez les virements sortants récurrents depuis leur compte chèque principal, a fait remarquer Thierry. Chaque mois, le premier du mois, au cours des 3 dernières années consécutives, il y a eu un virement bancaire de $2500 exactement depuis le compte de vos parents vers le compte chèque personnel de Florent. $90 000. Ils avaient secrètement versé $90 000 en espèces intraçables à mon frère alors qu'il vivait gratuitement dans leur sous-sol, se plaignant constamment sur Internet de sa pauvreté et de son oppression. Et le plus beau dans tout cela, c'est que parce qu'ils avaient étiqueté ces transferts comme des honoraires de conseil aux entreprises sur les relevés bancaires, mes parents essayaient illégalement de les déduire de leurs impôts. Et Florent n'avait jamais déclaré un seul centime de ces $90 000 comme revenu imposable à l'administration fiscale, IRS. C'était une fraude fiscale fédérale pure et simple. Il y a pire, a noté Thierry, en faisant glisser un autre document. Ils ont également contracté récemment un prêt de $50 000 sur la valeur nette de leur résidence principale. Ils ont misé la maison dans laquelle vous avez grandi uniquement pour financer ce procès ridicule contre vous. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le haut plafond. La froideur et le calcul de tout cela m'ont submergé par vagues. Ils risquaient activement leur propre retraite,
commettait une fraude fiscale fédérale et détruisait notre famille uniquement pour choyer un homme de 33 ans qui refusait catégoriquement de chercher un emploi. Je n'étais plus en colère. La colère s'était dissipée, laissant place à une clarté froide et hyper focalisée. J'allais bâtir une défense juridique en béton armé, puis j'allais lâcher une bombe nucléaire sur leur existence tout entière. Les semaines de tension précédant le procès ont été complètement surréalistes. Les fêtes de fin d'année sont arrivées. Thanksgiving s'est déroulé dans un silence de mort. Noël est arrivé. Naturellement, j'ai été banni du grand rassemblement de la famille élargie qui se tenait chez ma tante. I spent Christmas Eve sitting entirely alone in my massive, house, eating take-out Chinese food from a cardboard box, meticulously organizing my mountain of evidence into categorized, color-coded legal binder. Soudain, mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était une succession rapide de SMS de ma cousine Emily. Emily a toujours été la plus discrète de la famille, une fille observatrice et intelligente qui regardait tout sans mot dire. Emily, tu es réveillée? Tu dois voir ça tout de suite. Je suis caché dans la salle de bain de l'étage à la fête de Noël. Elle m'a envoyé un gros fichier vidéo. J'ai cliqué sur lecture, l'écran éclairant ma cuisine sombre. C'était un enregistrement qu'elle avait pris discrètement depuis le couloir, regardant directement dans la salle à manger bondée. Toute la famille était attablée, mangeant de la dinde et buvant du vin cher. En bout de table, captant l'attention de tous, Florent avait déroulé de grands plans architecturaux bleus. C'étaient les plans exacts de ma maison. Il s'était rendu au bureau du greffe du comté pour les extraire des registres publics. Donc, une fois que le juge m'aura transféré le titre de propriété le mois prochain, disait Florent d'une voix forte, en montrant le papier, je vais faire venir une équipe pour abattre ce mur porteur entre la cuisine et le salon. Cela ouvrira complètement l'espace pour mon studio de création. Maman paiera les entrepreneurs sur ses économies. Tante Chantal est intervenue en levant son verre de vin. Ce sera magnifique, mon chéri. Enfin un espace créatif à la hauteur de ton véritable potentiel. De toute façon, Adrien n'a jamais su apprécier l'esthétique. Il ne l'a jamais mérité. J'ai mis la vidéo sur pause. J'ai pris une grande inspiration tremblante. L'illusion délirante et totale de ces personnes était stupéfiante. Il ne possédait même pas la maison. Il était impliqué dans un procès sans fondement juridique qui allait lui exploser à la figure, et il planifiait déjà des travaux de démolition structurelle majeurs. Émilie a envoyé un autre message. Il a acheté des meubles toute la semaine avec des cartes de crédit. Il dit qu'il manifeste sa victoire juridique. J'ai immédiatement ouvert le compte TikTok public de Florent sur mon ordinateur portable. Effectivement, 3 nouvelles vidéos avaient été publiées ce jour-là. On le voyait déambuler avec arrogance dans une salle d'exposition de meubles de luxe haut de gamme, désignant un canapé d'angle en cuir blanc à 5 000 $ et une immense table de salle à manger en marbre importé. Achat pour la nouvelle propriété, indiquait la légende, complétée par des émojis de mains jointes en prière. La justice arrive bientôt. J'ai téléchargé chaque vidéo. J'ai enregistré chaque publication et commentaire. J'ai imprimé les pages GoFundMe où il collectait frauduleusement de l'argent pour sa prétendue défense juridique d'urgence tout en le dépensant manifestement dans des meubles de luxe et des cafés onéreux. J'ai passé le reste de cette nuit glaciale à finaliser mes classeurs de preuves. Classeur A, le titre de propriété, les documents d'hypothèque et les preuves financières d'achat. Classeur B, l'expertise comptable judiciaire des actifs cachés de mes parents et de leur fraude fiscale massive. Classeur C, le harcèlement sur les réseaux sociaux, le financement participatif frauduleux et les preuves de violation de propriété. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me suis assis près de la grande baille vitrée de mon salon, regardant la neige tomber en abondance sur mon allée. Soudain, le détecteur de mouvement de ma caméra de sécurité a sonné sur mon téléphone. J'ai regardé l'écran lumineux. Une berline sombre roulait lentement devant chez moi à 2 heures du matin. Elle s'est arrêtée juste devant ma boîte aux lettres, et restée là avec le moteur qui tournait pendant 5 minutes angoissantes, puis est reparti lentement dans la nuit enneigée. Ils essayaient de m'intimider. Ils pensaient que j'étais encore ce gamin effrayé et impuissant coincé dans le sous-sol, désespéré d'obtenir leur approbation. J'ai souri dans l'obscurité, en buvant une gorgée de mon café froid. Le calme avant le carnage est une sensation très réelle et très terrifiante. J'avais absolument tout ce dont j'avais besoin. Le piège était parfaitement tendu, les mâchoires grandes ouvertes.
Tout ce qu'il me restait à faire était d'attendre qu'ils entrent dans la salle d'audience pour le déclencher eux-mêmes. Le matin du procès a fini par arriver, apportant avec lui un froid hivernal mordant qui semblait s'insinuer directement dans mes os. Je me suis réveillé à 4 heures du matin, les yeux grands ouverts dans l'obscurité de ma chambre principale. Je ne ressentais ni peur ni anxiété. Je ressentais une détermination froide, calculée et absolue. C'était le jour où j'allais retirer chirurgicalement la tumeur toxique qui me vidait de mon énergie vitale depuis 31 ans. Je suis entré dans ma salle de bain principale carrelée sur mesure, j'ai ouvert l'eau de la douche aussi chaude que je pouvais la supporter et je suis resté sous le jet, laissant la vapeur me vider la tête. Je me suis habillé avec un soin méticuleux. J'ai choisi mon costume bleu marine le mieux ajusté, une chemise Oxford blanche impeccable et une cravate en soie bordeaux classique. Je voulais ressembler exactement au professionnel de l'immobilier commercial compétent et solide que j'étais. Je voulais que la juge me regarde et voie un homme qui avait bâti une vie solide et incontestable. Je suis descendu dans la cuisine, je me suis versé une tasse de café noir et j'ai passé en revue mes 3 volumineux classeurs à code couleur une dernière fois. J'ai chargé les lourdes mallettes en cuir dans ma voiture et j'ai pris la direction du tribunal de comté en centre-ville. La circulation matinale était dense, une mer de feux arrière rouges s'étendant devant moi, mais j'ai navigué à travers tout cela avec un sentiment étrange de paix intérieure totale. À mon arrivée au tribunal, une structure imposante de granit gris et de hautes fenêtres en verre, j'ai franchi les portiques de sécurité. J'ai pris l'ascenseur bondé jusqu'au 4e étage, la division des litiges civils. Le couloir était un mélange chaotique de personnes anxieuses, d'avocats faisant les 100 pas et de familles en larmes gérant des batailles de garde d'enfants, des règlements de divorce et des conflits d'héritage amers. J'ai trouvé la salle d'audience 4B, j'ai pris une profonde impression et j'ai poussé les lourdes doubles portes en chêne. La salle d'audience sentait distinctement le vieux bois, la cire à parquet et la sueur nerveuse. J'ai remonté l'allée centrale et j'ai pris place à la table de la défense, sur le côté droit de la pièce. J'étais entièrement seul. Je n'avais pas d'avocat hors de prix pour me chuchoter des stratégies à l'oreille. Je n'avais pas de famille solidaire assise dans la galerie derrière moi. Je n'avais que moi-même, ma vérité et mes preuves méticuleusement organisées. 10 minutes plus tard, les lourdes portes se sont rouvertes et les plaignants sont entrés. C'était une entrée théâtrale et totalement coordonnée. Mon père, Charles, et ma mère, Hélène, sont entrés les premiers. Ils étaient vêtus de vêtements sombres et austères, projetant délibérément l'image de parents brisés, désespérés et épuisés, acculés à cette terrible situation par un fils cruel. Ma mère tenait un mouchoir en dentelle, tamponnant ses yeux parfaitement secs. Juste derrière eux marchait Florent, l'enfant roi. Il portait un costume de créateur ridiculement serré et ultra tendance que nos parents avaient sans aucun doute payé avec leur réserve secrète d'argent liquide. Il transportait un dossier Kraft épais, dès qu'il s'est assis à la table des plaignants, et immediately began spreading out his Pinterest print to, paint color swatch, and fabric sample across the polished wood. Il traitait la table du tribunal comme le bureau de consultation d'un cabinet de décoration d'intérieur haut de gamme. Il était d'une arrogance inouïe, tellement protégé par la complaisance de mes parents tout au long de sa vie qu'il croyait sincèrement que ce procès n'était qu'une simple formalité avant qu'on ne lui remette les clés de mon bien immobilier de 850 000 $. Ma tante Chantal est entrée la dernière, menant un petit cortège de 3 autres parents éloignés. Ils se sont assis au premier rang de la galerie, chuchotant bruyamment entre eux et me lançant des regards noirs. C'était le comité de soutien, prêt à assister à mon exécution publique. Leur avocat, un homme trop bronzé et soigné nommé Roussel, qui facturait un tarif horaire astronomique, s'est levé et a boutonné agressivement sa veste de costume coûteuse alors que l'huissier annonçait soudain l'arrivée de la juge. « Veuillez vous lever », a hurlé l'huissier. L'honorable juge Beaumont préside l'audience. La juge Beaumont est sortie de son cabinet et a pris place à la tribune. C'était une femme d'une 50aine d'années, pragmatique, dotée de yeux vifs et calculateur derrière des lunettes à monture métallique. Elle dégageait une aura d'autorité absolue et inflexible. Elle avait passé des décennies à présider des procès familiaux amers, et on pouvait voir à sa simple expression qu'elle n'avait absolument aucune patience pour les théâtres juridiques futiles. Elle a ouvert le volumineux dossier sur son bureau, a poussé un long et lourd soupir, puis a regardé directement Roussel. « Maître Roussel », a dit la juge Beaumont, sa voix résonnant sèchement dans le silence de mort de la salle. « J'ai passé ma soirée à examiner vos conclusions initiales.
Je vous suggère fortement d'utiliser vos remarques liminaires pour expliquer à ce tribunal pourquoi vous faites perdre un temps précieux aux contribuables avec une plainte exigeant d'un homme adulte et indépendant qu'il cède ses biens. Immobilier légalement acheté à son frère adulte sur la base, et je cite la page 12 de votre mémoire, du climat économique actuel affectant négativement les entrepreneurs des réseaux sociaux. Roussel s'est raclé la gorge bruyamment, s'agrippant au bord de son pupitre, s'efforçant de projeter une assurance juridique totale. Bonjour, votre honneur. Mes clients, Charles et Hélène, sont des parents aimants et farouchement dévoués qui ont fait d'immenses sacrifices financiers et personnels pendant des décennies pour l'éducation du défendeur. Ils ont sacrifié leur propre stabilité financière et la sécurité de leur retraite pour assurer sa réussite professionnelle. Nous soutenons simplement que le défendeur, qui bénéficie aujourd'hui d'un salaire important et détient des actifs immobiliers substantiels, a l'obligation morale contraignante et l'obligation légale implicite de soutenir la cellule familiale d'origine. Son frère aîné, Florent, est actuellement économiquement désavantagé sans que ce soit de sa faute. Nous demandons au tribunal un simple transfert équitable du titre de propriété, assorti d'une obligation temporaire de paiement de l'hypothèque pendant 36 mois. Afin de rétablir l'équilibre de l'équité familiale. La juge Beaumont l'a fixé du regard sans ciller. Elle s'est penchée en avant, posant son menton sur ses mains jointes. Êtes-vous en train de soutenir dans ma salle d'audience, maître, que les dépenses de base légalement requises pour élever un enfant mineur créent une sorte de privilège financier rétroactif sur les biens privés futurs de cet enfant devenu adulte? Nous défendons le principe de l'équité familiale, votre honneur, a esquivé Roussel habilement, habitué à contourner les juges hostiles. Le défendeur a explicitement utilisé la solide éthique de travail, le logement et les ressources de base fournies par ses parents pour acquérir cette propriété spécifique. Par conséquent, la famille dans son ensemble détient un intérêt légitime et équitable sur cet actif. C'est certainement une interprétation très créative, bien que juridiquement fictive, du droit de la propriété, a répondu la juge Beaumont, d'un ton empreint de sarcasme. Elle a tourné son regard acéré vers moi. Monsieur le défendeur, je vois que vous n'êtes pas assisté d'un avocat. Vous vous défendez seul. Vous avez la parole. Quelle est votre réponse à ces affirmations extraordinaires? Je me suis levé lentement. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas transpiré. Un calme froid et absolu s'est emparé de tout mon corps. Le moment que j'avais préparé toute ma vie était enfin arrivé. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix claire, stable et résonnant parfaitement dans la pièce. Je suis le seul et unique propriétaire légal de la propriété située à Riverside Heights. J'ai acheté cette maison de manière totalement indépendante en ayant recours à un prêt hypothécaire à taux fixe de 2,8% et à un apport personnel en espèces de $170 000 exactement. Que j'ai économisé sur mon propre salaire. J'ai fourni au tribunal, dans le classeur A, mes relevés bancaires complets et non caviardés, l'acte de propriété original et les documents de montage de l'hypothèque. Pas un seul centime du prix d'achat ne provient des plaignants. Il n'y a pas de propriété familiale partagée. Il n'y a pas de contrat implicite, qu'il soit verbal ou écrit. Ce procès n'est rien de plus qu'une tentative prédatrice et malveillante d'utiliser la justice pour me voler mes biens afin de subventionner le refus de mon frère d'occuper un emploi. La juge Beaumont a hoché la tête lentement, feuilletant le dossier sur son bureau. Je vois clairement les documents financiers, Adrien. Maître Roussel, contestez-vous formellement l'origine des fonds directs utilisés pour acheter la maison? Roussel s'est agité sur sa chaise, jetant un coup d'œil en arrière vers mes parents. Nous ne contestons pas l'origine des fonds directs de l'apport, votre honneur. Cependant, nous soutenons que la dynamique financière sous-jacente de la structure familiale. Je savais exactement ce qu'il allait dire. J'étais prêt. C'était le moment d'ouvrir la trappe. Arrêtez-vous là, ai-je interrompu d'une voix forte, coupant court à sa tirade. Je me suis penché et j'ai ouvert le classeur B avec assurance. Les anneaux métalliques ont claqué avec un bruit sec et satisfaisant. La véritable bataille allait commencer, et ils étaient complètement désarmés. Votre honneur, ai-je poursuivi, en brandissant l'épaisse liasse de documents du classeur B, si les plaignants souhaitent discuter de la dynamique financière sous-jacente de cette famille, je me ferai un plaisir d'éclairer ce tribunal. Dans leur requête initiale, les plaignants invoquent des difficultés financières graves et paralysantes pour justifier cette demande extrême de redistribution forcée des biens. Ils prétendent avoir sacrifié leur retraite. Au cours de la phase de communication des pièces requises par la loi, j'ai engagé un expert comptable judiciaire hautement qualifié pour examiner en détail les déclarations financières fournies par les plaignants.
Mes parents se sont soudain redressés sur leurs chaises. Leurs expressions de tristesse feinte ont disparu instantanément, remplacées par une panique authentique et totale. Florent a enfin arrêté de regarder ces échantillons de peinture italienne importés pour me fixer. Roussel, l'avocat hors de prix, a froncé les sourcils, l'air sincèrement troublé. Il est devenu immédiatement évident que mes parents avaient menti directement à leur propre avocat sur l'état réel de leurs finances. Je soumets formellement la pièce B au dossier officiel du tribunal, ai-je déclaré d'une voix forte, en tendant les copies à l'huissier, qui les a apportées à la juge. Ces documents représentent l'intégralité du portefeuille d'actifs non caviardés des plaignants. Mes parents disposent actuellement de plus de 200 000 $ d'investissement liquide et d'un compte de retraite 401K solide et entièrement financé. Ils ne sont pas indigents. Ils ne sont pas en difficulté. De plus, les relevés bancaires montrent explicitement que, pendant les 36 derniers mois consécutifs, ils ont secrètement versé 2 500 $ par mois sur le compte chèque personnel de mon frère Florent. La salle d'audience a été plongée dans un silence de mort absolu. On pouvait littéralement entendre le ronronnement du système de ventilation au plafond. Cela représente exactement 90 000 $ de dons en espèces non déclarés et non imposés, votre honneur, ai-je continué, sans relâcher la pression. Ils ont activement catégorisé ces virements mensuels comme des honoraires de conseil aux entreprises sur leurs relevés bancaires pour les déduire illégalement de leurs impôts, tandis que mon frère se plaint publiquement et agressivement de sa pauvreté sur Internet. De plus, les documents montrent qu'ils ont récemment contracté un prêt de 50 000 $ sur la valeur nette de leur résidence principale, vraisemblablement pour financer ce procès abusif et malveillant à mon encontre. Les yeux de la juge Beaumont se sont rétrécis dangereusement. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Elle a regardé mes parents avec un dégoût total, puis a tourné son regard furieux vers leur avocat. Maître Roussel, avez-vous sciemment laissé vos clients soumettre des déclarations sous serment à ce tribunal affirmant éprouver de graves difficultés financières alors qu'ils disposaient d'un quart de million de dollars d'actifs et versaient secrètement 90 000 $ de revenus non imposés à l'heure? Fils adulte? Roussel est devenu livide. Il s'est agrippé au pupitre, regardant mon père, la panique se lisant dans ses yeux. Votre honneur, je vous assure absolument que je n'étais pas pleinement informé de l'étendue de ces actifs liquides ou de ces transferts mensuels récurrents. Mes clients m'avaient assuré. La situation est nettement plus grave, votre honneur, ai-je interrompu à nouveau, sans leur laisser de répit. Je ne voulais pas leur laisser une seule seconde pour respirer. J'ai ouvert le classeur C. Les plaignants affirment que mon frère a besoin de ma maison spécifique pour son bien-être mental parce qu'il est un entrepreneur créatif en difficulté et opprimé. Je soumets la pièce C. Ce sont des captures d'écran horodatées, des vidéos téléchargées et des publications sur les réseaux sociaux provenant des comptes publics de Florent, toutes publiées au cours du mois dernier. Alors que ce procès était en cours, il a lancé une campagne de financement participatif mensongère sur GoFundMe affirmant qu'il risquait de se retrouver à la rue afin de solliciter des dons du public. Il a ensuite immédiatement utilisé ces fonds obtenus frauduleusement pour acheter des meubles de luxe à crédit, explicitement destinés à la maison dont il n'est pas propriétaire. J'ai également fourni une vidéo de lui lors d'un dîner de Thanksgiving en famille, exposant explicitement ses projets détaillés de démolition de murs porteurs dans ma propriété dès qu'il gagnerait ce procès. J'ai remis la dernière liasse de copies à l'huissier. La juge Beaumont a mis ses lunettes de lecture. Elle a examiné les captures d'écran en couleur de la page GoFundMe. Elle a lu les transcriptions des vidéos TikTok où il pleurait sur son « empire volé ». Elle a retiré ses lunettes, les a pliées soigneusement, et les a laissées tomber sur son lourd bureau en chêne avec un bruit sec qui a résonné dans toute la pièce. C'est un déshonneur absolu pour le système judiciaire, a déclaré la juge Beaumont, sa voix vibrant d'une colère juste et contenue. Elle a regardé mes parents directement depuis sa tribune. Vous avez tenté d'instrumentaliser ce tribunal pour faciliter un vol de propriété flagrant et malveillant. Vous avez délibérément menti sur votre situation financière dans des documents sous serment. Vous avez encouragé l'illusion absolue et stupéfiante d'un homme adulte. Vous avez fait perdre un temps précieux à ce tribunal, gaspillé les ressources des contribuables et soumis votre plus jeune fils à une campagne de harcèlement incessante. Elle a saisi son marteau en bois et l'a frappé si fort sur le bureau que le bruit a retenti comme un coup de feu. Cette affaire est rejetée avec interdiction définitive d'introduire une nouvelle instance. Je tranche entièrement en faveur du défendeur, Adrien. De plus, compte tenu de la nature abusive, infondée et hautement harcelante de ce procès, j'ordonne aux plaignants de payer l'intégralité des frais de conseil juridique du défendeur, la totalité des honoraires d'expertise comptable judiciaire et tous les frais de justice associés.
Ne rapportez plus jamais de telles absurdités dans ma salle d'audience. L'audience est levée. Florent a littéralement lâché son dossier. Les échantillons de peinture coûteuse et de tissu se s'éparpillaient sur le sol de la salle d'audience comme des confettis. Ma mère a laissé échapper un cri théâtral et dramatique, se couvrant la bouche comme si elle venait d'assister à un terrible accident de voiture. Mon père est devenu rouge de colère, me fixant avec un mépris total et absolu. J'ai calmement fermé mes classeurs, je les ai rangés méticuleusement dans mes mallettes en cuir, j'ai verrouillé les fermoirs et je suis sorti de la salle d'audience sans un regard en arrière. Mais le véritable spectacle ne s'est pas produit à l'intérieur de la salle d'audience. Il s'est produit sur les marches en béton du tribunal immédiatement après. Alors que je sortais dans l'air froid du matin, j'ai entendu les cris avant même d'atteindre le parking. Florent était temps de faire une crise de nerfs complète sur le trottoir public. Il agitait les bras de manière agressive, hurlant sur son avocat gracieusement payé, lui demandant comment la juge avait pu à ce point ignorer sa vision créative et ses droits fondamentaux. Il sanglotait réellement, de grosses larmes coulant sur son visage, criant que son avenir avait été volé et que sa vie était complètement gâchée. Ma tante Chantal était hors d'elle. Elle faisait les 100 pas sur les marches, s'en prenant agressivement à des inconnus qui essayaient simplement d'entrer dans le bâtiment pour des affaires mineures. Hurlant contre un système judiciaire corrompu et truqué et affirmant que les valeurs familiales étaient complètement mortes en Amérique. Les agents de sécurité du tribunal ont dû intervenir, poser la main sur leur ceinture et la menacer d'une arrestation immédiate pour trouble à l'ordre public avant qu'elle ne finisse par se calmer. La justice la plus poétique de la matinée s'est produite au moment même où je déverrouillais la portière de ma voiture. Un groupe de jeunes étudiantes passait par là pour se rendre dans un café. L'une d'elles s'est arrêtée, a pointé Florent du doigt et a dit bien fort, « Oh mon Dieu, mais c'est le raté de TikTok qui s'attend à ce que son frère lui donne une maison de luxe comme ça ?» Elles ont sorti leur smartphone et ont commencé à filmer sa pitoyable crise de colère. Florent s'est rendu compte qu'il était filmé dans la vraie vie, complètement en dehors de son studio de sous-sol et de ses projecteurs flatteurs, et il s'est mis à leur hurler d'arrêter. Cela n'a fait que les faire rire de plus belle. Je suis monté dans ma voiture, j'ai allumé le chauffage et je suis parti. La victoire était incroyablement satisfaisante. Masse au fond de moi, un instinct froid me disait que ce n'était pas terminé. Les personnes toxiques ne connaissent pas de prise de conscience soudaine simplement parce qu'un juge leur dit qu'elles ont tort juridiquement. Elles se contentent de persister dans leur délire. J'avais tout à fait raison. Le harcèlement a été incessant au cours des semaines suivantes. Mais la goutte d'eau finale, l'élément déclencheur de mon option nucléaire ultime, s'est produit 3 semaines après le procès. Je travaillais tard à mon bureau d'immobilier commercial, en train d'examiner un bail complexe, j'ai reçu une alerte urgente de mon service de surveillance de crédit sur mon téléphone. Il s'agissait d'une notification de demande d'historique de crédit. Quelqu'un venait de tenter d'ouvrir un prêt personnel important et une demande de prêt hypothécaire secondaire. Ils avaient utilisé mon nom légal exact, ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale. Je me consignai immédiatement au portail. La demande provenait d'une adresse IP directement liée au code postal de mes parents. L'adresse postale indiquée sur la demande de prêt frauduleuse était celle de la maison de mes parents. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau en cuir, fixant l'écran d'ordinateur d'un œil vide. Florent, dans sa quête désespérée et insensée d'obtenir l'argent pour acheter une maison équivalente à la mienne, avait franchi la ligne rouge en passant directement du harcèlement civil au délit pénal fédéral. Il avait volé mon identité. Il pensait que j'appellerais simplement la police locale, que je ferais une simple déclaration et que je les laisserais s'en tirer avec un simple avertissement parce que nous partagions le même sang. Ils pensaient que les liens familiaux les protégeraient des conséquences ultimes. Ils avaient gravement sous-estimé ma capacité de riposte. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Mathieu. La véritable guerre était sur le point de commencer. Mathieu, ai-je dit au téléphone, la voix totalement dénuée d'émotion, froide comme la glace. Tu te souviens de ces dossiers financiers que nous avons extraits pendant la phase de communication des pièces? Les 90 000 $ de revenus non déclarés, les preuves de fraude électronique sur GoFundMe. Oui, bien sûr, a répondu Mathieu prudemment, reconnaissant instantanément le ton dangereux de ma voix. Qu'est-ce qui s'est passé, Adrien? Florent vient de tenter de contracter une deuxième hypothèque et un prêt personnel important en utilisant mon numéro de sécurité sociale. J'ai l'adresse IP et l'horodatage de la demande. J'ai complètement fini de jouer la défense au tribunal civil. Je veux réduire tout leur royaume en cendres.
Comment présente-t-on cela spécifiquement pour le gouvernement fédéral? Mathieu a ri au téléphone. Un rire sombre, extrêmement satisfait et prédateur. Oh, Adrien, tu n'as absolument aucune idée de ce que tu es sur le point de déchaîner sur ces gens. L'Internal Revenue Service, IRS, et le Federal Bureau of Investigation, FBI, ne jouent pas au jeu des tribunaux familiaux. Ils se fichent complètement des larmes de ta mère. Apporte-moi les classeurs demain matin. Pendant toute la semaine suivante, j'ai travaillé dans un silence absolu et sans relâche. Je n'ai pas réagi à leurs publications sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas répondu aux appels de Chantal ou des autres membres de la famille. J'ai méticuleusement compilé un dossier fédéral massif, irréfutable et totalement blindé. J'ai documenté les 3 années de virements mensuels de $2500, en mettant explicitement en évidence la tentative de mes parents de les déclarer comme dépenses professionnelles sur leur déclaration d'impôt, et le manquement de Florent à déclarer ses revenus. J'ai documenté le prêt de $50 000 sur la valeur nette de leur résidence principale contractée dans des circonstances très suspectes. J'ai rassemblé toutes les captures d'écran, les transcriptions vidéo et les dossiers financiers de la campagne GoFundMe de Florent. La fraude au financement participatif, lorsque les fonds transitent par voie électronique entre plusieurs États, constitue automatiquement une fraude électronique fédérale. Enfin, j'ai compilé les preuves irréfutables provenant des principales agences de crédit, montrant l'horodatage exact, l'adresse IP et les détails de la demande frauduleuse d'usurpation d'identité. J'ai tout imprimé sur du papier de qualité, j'ai placé ces liasses de documents dans des enveloppes de courrier recommandées avec accusé de réception et je les ai envoyés à la division des enquêtes criminelles de l'IRS, à l'unité des délits financiers du FBI, au bureau du procureur général de l'État et au département de lutte contre la fraude des 3 principales agences de crédit. J'ai également envoyé des dossiers de preuves incontestables directement aux équipes de TikTok, Instagram et GoFundMe, détaillant la nature de ces escroqueries, de sa fausse identité et de ses campagnes de harcèlement. Ensuite, je me suis installé dans ma belle maison calme, où je me sentais parfaitement en sécurité, je me suis versé un verre de bourbon d'âge mûr et j'ai attendu que les dominos tombent enfin. Lorsque vous invitez le gouvernement fédéral dans votre vie personnelle, il ne se déplace pas rapidement. C'est une administration immense. Mais lorsqu'ils se mettent enfin en marche, ils avancent avec la force dévastatrice, imparable et écrasante d'un train de marchandises lancé à toute allure. Le tout premier domino à tomber a été sa précieuse présence sur les réseaux sociaux. Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de mon dossier, l'équipe de GoFundMe a banni définitivement le compte de Florent. Ils ont complètement gelé les fonds qu'il avait collectés illégalement et ont lancé des remboursements obligatoires et automatiques à chaque donateur, en envoyant un courriel automatisé mentionnant une activité de campagne frauduleuse. TikTok et Instagram ont suivi peu de temps après. Ils ont définitivement supprimé ces comptes pour violation répétée des règles communautaires concernant le harcèlement ciblé et les escroqueries financières. Toute son identité numérique, la marque personnelle qu'il prétendait si précieuse et essentielle à sa santé mentale, s'est volatilisée du jour au lendemain. Il n'avait plus aucune plateforme pour se plaindre. Il était numériquement effacé. Mais la véritable dévastation, les retombées nucléaires inéluctables, sont arrivées quelques semaines plus tard sous la forme d'épais courriers recommandés du gouvernement des États-Unis. 3 mois après l'envoi de mon dossier, mes parents ont reçu une notification formelle terrifiante de l'IRS. Il ne s'agissait pas d'une simple facture d'impôt ou d'une demande de clarification mineure. C'était un avis formel de contrôle fiscal complet, approfondi et profondément intrusif, couvrant les 5 dernières années de toute leur vie financière. Les inspecteurs de l'IRS exigeaient des réponses immédiates et documentées concernant les $90 000 de transferts non déclarés, les déductions frauduleuses de dépenses professionnelles et la nature exacte de leurs prêts sur la valeur nette de leur maison. Quelques jours plus tard, Florent a reçu sa propre lettre recommandée. L'IRS souhaitait s'entretenir avec lui au sujet de son omission totale de déclarer la moindre partie de ses $90 000 comme revenu imposable, mais l'IRS était en réalité le cadet de ses soucis croissants. Un mardi matin calme et ensoleillé, 2 agents spéciaux du FBI ont frappé à la porte de la maison de banlieue de mes parents. Ils ne portaient pas de coupe-vent. Ils étaient vêtus de costumes sombres et n'étaient pas là pour bavarder amicalement. Ils étaient là pour interroger formellement Florent concernant plusieurs chefs d'accusation fédéraux de fraude électronique interétatique liés à ses campagnes de financement participatif et d'usurpation d'identité pour les demandes de prêts hypothécaires frauduleuses utilisant mon numéro de sécurité sociale. Ma cousine Émilie m'a appelé cet après-midi-là, murmurant frénétiquement dans son téléphone depuis les toilettes de son lieu de travail.
Le réseau de commérage de la famille avait complètement entraîné une explosion de rumeurs. Tous les voisins de la rue de mes parents avaient vu les véhicules fédéraux sombres garés dans leur allée. Les rumeurs allaient bon train. Les répercussions financières immédiates pour mes parents ont été catastrophiques. Ils ont dû engager de véritables avocats spécialisés en droit pénal fédéral pour éviter la prison à leur fils, et non plus de simples avocats civils pour se disputer une maison. Les provisions pour les avocats de la défense pénale fédérale commencent à 20 000 $ simplement pour ouvrir le dossier, et les tarifs horaires grimpent rapidement ensuite. Comme l'IRS avait essentiellement gelé leur capacité à mobiliser leurs actifs restants ou à contracter de nouveaux emprunts, ces sommes d'argent importantes devaient provenir d'ailleurs. J'ai appris par Émilie qu'ils avaient été contraints de liquider complètement leur compte de retraite, subissant d'importantes pénalités de retrait anticipé qui ont décimé leur sécurité future. Ils ont dû vendre le bateau de pêche de mon père à perte à un voisin. Et le joyau du désastre, la vieille Porsche argentée, la voiture de luxe qui avait déclenché toute cette cascade de ressentiments et de privilèges 15 ans plus tôt, elle a été saisie et vendue lors d'une vente aux enchères de la police locale pour aider à couvrir les frais juridiques croissants de Florent. C'était désormais un homme de 33 ans faisant face à une inculpation fédérale, sans emploi, sans voiture, sans argent et sans aucune présence sur les réseaux sociaux pour valider son existence. Les dommages collatéraux se sont rapidement étendus aux complices de la famille. Ma tante Chantal, la femme misérable qui avait harcelé mon employeur, a dû faire face à son propre châtiment. Quelqu'un, peut-être un citoyen anonyme et inquiet qui me ressemblait étrangement, a transmis ses diatribes publiques sur Facebook et sa campagne de harcèlement documentée directement au service des ressources humaines de l'hôpital local où elle travaillait en tant que directrice administrative. Le conseil d'administration de l'hôpital a examiné les preuves et a estimé que son comportement public hautement toxique et sa volonté de harceler des entreprises innocentes ne correspondaient pas aux valeurs de l'établissement. Elle a été licenciée immédiatement, escortée hors du bâtiment par la sécurité, perdant sa pension et son assurance maladie en un seul après-midi. La dynamique familiale était totalement et irréversiblement brisée. Lorsque l'ampleur de la ruine financière et des accusations fédérales est devenue incontestable, la famille élargie a enfin cessé de défendre mes parents. L'illusion d'une famille aimante et parfaite était brisée à jamais. Ma grand-mère Marguerite, une femme pragmatique et solide de plus de 80 ans qui restait habituellement en dehors des drames familiaux, a fini par m'appeler. « Adrien » a-t-elle dit, sa voix grésillant dans le combiné, fatiguée mais ferme. « Je viens de raccrocher avec ton père. Il me supplie de lui accorder un prêt important pour éviter la saisie de leur maison parce que les factures juridiques les étouffent. Est-ce que tu vas lui donner cet argent, grand-mère, ai-je demandé doucement, en regardant par la fenêtre. Absolument pas, a-t-elle répondu fermement. J'ai dit à Charles qu'il avait récolté ce qu'il avait semé en idolâtrant ce garçon paresseux et assisté, et que maintenant il devait assumer. Je le retire complètement de mon testament. L'argent ira à des œuvres de charité. Je voulais juste t'appeler pour te dire que je suis incroyablement fier de toi, Adrien. Tu as tenu tête à des harceleurs, même s'ils partageaient ton sang. Tu as protégé ta propre maison et ton propre avenir. C'était la toute première fois qu'un membre de ma famille exprimait une fierté sincère et spontanée à mon égard. Cela m'a mis les larmes aux yeux, mais c'était des larmes de soulagement et de réparation profonde. Le stress écrasant des enquêtes fédérales, les dettes juridiques croissantes et l'humiliation publique dans leur quartier ont fini par briser le mariage de mes parents. Ils ont cessé de présenter un front uni et ont commencé à se rejeter mutuellement la faute. Mon père reprochait à ma mère d'avoir couvé Florent toute sa vie et d'avoir créé un monstre. Ma mère reprochait à mon père de ne pas avoir mieux géré les finances familiales et d'avoir permis le contrôle fiscal. Et ils ont fini, bien trop tard, par tourner leur immense colère contre Florent. Ils ont réalisé que dans leur tentative aveugle de protéger l'enfant chéri, ils avaient complètement détruit leur propre avenir. Mais la conversation ultime, celle qui a définitivement rompu mes liens avec eux, était encore à venir. 6 mois après la conclusion du procès civil, mon téléphone a sonné tard un jeudi soir. J'étais assis sur mon canapé avec ma fiancée Camille. J'ai regardé l'écran. C'était le numéro de mon père. Je ne lui avais pas adressé un seul mot depuis que j'avais quitté la salle d'audience. Une partie de moi voulait simplement refuser l'appel, bloquer le numéro à jamais et retourner à ma vie paisible. Mais une partie plus résolue de moi savait que je devais les regarder en face une dernière fois. Je devais rendre le verdict final. J'ai répondu à l'appel. Adrien. La voix de mon père était complètement brisée. Ce n'était plus celle du cadre arrogant qui exigeait que je lui remette ma maison.
Elle était creuse, enrouée, comme celle d'un homme qui avait tout perdu et qui pleurait depuis des jours. Mon fils, nous devons parler. S'il te plaît, viens. S'il te plaît, c'est une urgence. J'ai traversé la ville. Je ne me suis pas garé devant la confortable maison de banlieue arborée où j'avais grandi. Cette maison n'existait plus, perdue à cause des dettes juridiques, des saisies fiscales de l'IRS et d'une saisie immobilière finale. J'ai garé ma voiture sur le parking en asphalte fissuré d'un complexe d'appartements bon marché et délabré à la limite de la ville. J'ai gravi les escaliers en béton sale jusqu'au 2e étage et j'ai frappé fermement à la porte en bois usé. Mon père a ouvert. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en 6 mois. Ses épaules étaient voûtées. Ses cheveux étaient entièrement gris et clairsemés, et ses yeux n'étaient plus que des orbites sombres et creuses. J'ai pénétré dans l'appartement exigu, mal éclairé et déprimant. L'air y sentait l'huile de friture bon marché et le désespoir. Ils avaient été contraints de vendre la majeure partie de leurs meubles de qualité simplement pour payer le loyer mensuel et les avocats. Il y avait une table pliante instable dans le petit espace cuisine. Assis à cette table, complètement entouré de piles de documents juridiques fédéraux, de papiers d'inculpation et d'avis de pénalité de l'IRS, se trouvait Florent. Il avait l'air entièrement vaincu. L'influenceur arrogant et sûr de lui avait disparu, remplacé par un homme-enfant pâle et terrifié. Ma mère était assise sur une causeuse décolorée et tachée dans un coin, serrant un mouchoir en papier humide, les yeux rouges, gonflés et désespérés. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé, en restant debout près de la porte, refusant d'avancer plus loin dans leur misère. Mon père s'est raclé la gorge, fixant le sol en linoléum bon marché, incapable de croiser mon regard. Le FBI. Ils ont conclu leur enquête sur Florent. Le bureau du procureur des États-Unis recommande officiellement des poursuites pénales. Fraude électronique pour GoFundMe. Usurpation d'identité pour les demandes de prêts hypothécaires. L'IRS finalise les accusations d'évasion fiscale. Il a avalé sa salive péniblement, un bruit lourd dans la pièce silencieuse. Il risque de 18 mois à 3 ans dans un pénitencier fédéral. Florent a enfoui son visage dans ses mains tremblantes et s'est mis à sangloter bruyamment, un gémissement aigu et pathétique. « Je suis tellement désolé, Adrien, a-t-il articulé, le souffle court. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'étais juste désespéré. Je voulais juste ce que tu avais. » Les avocats. Ils ont dit que si tu parlais au procureur fédéral, si tu soumettais une déclaration officielle demandant la clémence et affirmant que tu me pardonnais, il pourrait réduire la peine à du sursis. S'il te plaît, tu es mon frère. Nous partageons le même sang. S'il te plaît, sauve-moi. Ma mère a levé les yeux vers moi, de nouvelles larmes coulant sur son visage fatigué. Adrien, s'il te plaît, je t'en supplie à genoux. Nous avons perdu la maison. Nous avons perdu toutes nos économies de retraite. Le cœur de ton père lâche sous le coup du stress. Il prend 3 médicaments différents pour la tension. Nous n'avons plus rien. S'il te plaît, ne laisse pas ton frère aller dans une prison fédérale. Il n'y survivra pas. Je ferai n'importe quoi. Nous trouverons des emplois chez Walmart. Nous te rembourserons chaque centime que nous t'avons coûté pour le reste de nos vies. S'il te plaît, écris cette lettre. J'ai regardé ces 3 personnes. J'ai regardé les gens qui m'avaient traité comme un citoyen de seconde zone, un fardeau durant toute mon enfance. J'ai regardé les parents qui avaient tenté de me voler légalement le toit que j'avais sur la tête uniquement pour satisfaire leur favoritisme déplacé. J'ai regardé le frère qui avait tenté de me voler mon identité et de détruire mon crédit pour s'enrichir. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils m'avaient fait. Ils étaient seulement désolés de s'être fait prendre. Et ils étaient terrifiés par les conséquences. Me rembourser avec quel argent, ai-je demandé, d'une voix totalement plate, froide et dénuée de la moindre once de sympathie. Vous êtes ruinés. Vous êtes en faillite. Vous avez choisi cette voie. J'ai fait quelques pas de plus dans la pièce, m'imposant dans l'espace, m'assurant qu'ils entendaient bien chaque mot que j'allais prononcer. Voulez-vous connaître l'ironie tragique de cette histoire, ai-je demandé, en regardant mon père dans ses yeux creux. Si vous aviez simplement été fier de moi lorsque j'ai acheté cette maison. Si vous étiez simplement venu, si vous m'aviez serré la main et si vous aviez célébré mon travail acharné au lieu d'essayer de me la voler, nous serions encore une famille aujourd'hui. J'aurais volontiers organisé les dîners de Thanksgiving. Je vous aurais aidé dans vos vieux jours quand vous en auriez eu besoin. Mais vous n'avez pas pu le faire.
J'ai tourné mon regard froid vers ma mère, qui a tressailli. Vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour inconditionnel. Vous avez choisi votre sentiment de supériorité plutôt que d'avoir une relation avec votre plus jeune fils. Vous avez constamment entretenu l'illusion absolue de Florent au lieu de le forcer à faire face à la réalité et à trouver un travail. Enfin, j'ai regardé Florent, qui tremblait violemment à la table pliante. Tu as fait tes choix, Florent. Tu as voulu jouer avec les lois fédérales parce que tu pensais que les règles ne s'appliquaient pas à toi. Maintenant, tu vas devoir assumer les conséquences d'un adulte. Je n'écrirai pas de lettre. Je ne parlerai pas au procureur fédéral. J'espère qu'ils te donneront la peine maximale. J'en ai fini définitivement et complètement avec vous tous. Ma mère a poussé un cri de désespoir absolu. Mais je ne suis pas resté pour l'écouter. Je me suis retourné, j'ai franchi la porte et je l'ai refermée fermement derrière moi, rompant le lien à jamais. Je suis descendu, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, les laissant dans l'enfer qu'ils avaient eux-mêmes créé. En fin de compte, le système judiciaire a fonctionné exactement comme il le devait. Florent a été officiellement condamné à 18 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de liberté surveillée sous haute surveillance. Il a été condamné par la loi à rembourser intégralement chaque personne qu'il avait escroqué sur GoFundMe, ce qui signifie que ses salaires seront saisis pour le reste de sa vie une fois qu'il sera libéré. Mes parents vivent toujours dans cet appartement exigu et déprimant. Mon père a subi une crise cardiaque mineure peu de temps après le prononcé de la peine. Et bien que son assurance ait couvert la majeure partie des frais médicaux immédiats, le stress de leur ruine financière les ronge lentement. Ma tante Chantal est toujours sans emploi, contrainte de travailler au salaire minimum comme caissière dans un commerce de détail parce que sa réputation professionnelle dans l'administration des soins de santé est complètement et irrémédiablement détruite. Quant à moi, je suis assis sur la terrasse arrière de la belle maison de 4 chambres que j'ai achetée avec mon salaire durement gagné. L'hypothèque est payée à temps chaque mois. J'ai récemment obtenu une promotion importante dans mon cabinet d'immobilier commercial, devenant associé principal. Je suis heureusement fiancé à Camille, la femme la plus attentionnée et la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Et nous planifions un beau mariage de printemps dans les jardins botaniques, entouré uniquement de personnes qui nous aiment vraiment. J'ai enfin une famille que j'ai choisie. Une famille bâtie sur le respect mutuel, le travail acharné et l'amour véritable, et non sur le droit, la manipulation et le vol. Parfois, la seule façon de guérir d'une famille toxique est d'amputer complètement l'infection et de s'en aller, en les laissant se détruire avec leur propre poison. Merci d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Faire face à la toxicité familiale est l'une des épreuves les plus difficiles qu'une personne puisse traverser. Et parfois, poser des limites fermes et inviolables est le seul moyen de sauver sa propre vie. Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû vous éloigner de personnes qui partageaient votre sang parce qu'elles refusaient de respecter vos limites? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Restez fort et protégez toujours ce que vous avez bâti.